Journaliste au devoir jusqu'en 2006, Michel Venn a lancé en 2004 l'Institut du Nouveau Monde, une boîte à idées et un incubateur de projets de développement collectif. Michel Venn y a initié de nombreuses activités de réflexion et d'intervention sociale et éducative sur les principaux enjeux de notre temps, comme ces universités d'été ou les rendez-vous des générations. Il publie chaque année l'État du Québec, un outil incontournable pour qui veut comprendre les données du Québec d'aujourd'hui et les perspectives de sa démocratie. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau de dialogue. Notre objectif, comme les semaines précédentes, est assez simple. Il s'agit d'apporter un éclairage relativement important et sérieux sur un des grands enjeux de notre temps, et en particulier aujourd'hui, sur ce qu'on appelle la vie démocratique. Et nous le faisons à l'aide d'un invité principal. Bonjour Michel Venn. Bonjour. Votre biographie est passée sur antenne, donc on va pas vous représenter maintenant. Donc, je vais vous interroger pendant une vingtaine de minutes, mais rassurez-vous, j'espère que ce ne sera pas une torture. Vous remarquerez aussi que derrière Monsieur Venn, Mathieu Bock-Côté, qui est assez connu du public maintenant, surtout depuis qu'il publie dans des journaux à grande diffusion, et qui va nous épier, nous noter, nous commenter. Et en deuxième partie, on recueillera son point de vue. Après la deuxième partie, il y aura une partie synthèse à la fin de cette émission. Alors, Michel Venn d'abord, donc bonjour. On se connaît depuis longtemps, donc on va pas faire semblant de s'être rencontrés pour la première fois aujourd'hui. Quand je regarde votre notice biographique, je savais plus par quel bout le prendre, alors je l'ai pris en me disant c'est peut-être lui qui l'a écrite. Entrepreneur social, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? En fait, je suis devenu entrepreneur social sans le savoir lorsque j'ai créé en 2003 l'Institut du Nouveau Monde, qui est une organisation vouée à la participation citoyenne. Et c'est une organisation qui fonctionne dans une approche entrepreneuriale au sens où nous montons des projets, nous rassemblons autour de ces projets-là des bailleurs de fonds, des partenaires, ou alors nous offrons nos services d'accompagnement et de conseil à des municipalités, des commissions scolaires, des syndicats, des ministères qui souhaitent consulter la population, une partie d'elle, sur un sujet particulier. Et pour vivre, cette organisation-là, donc, doit vendre ses services, doit trouver des financements. Il n'y a pas de subvention de base. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais entrepreneur, c'est-à-dire que j'avais identifié un besoin dans la société, animer le débat public, favoriser la participation citoyenne, et ensuite prendre des moyens pour offrir des services qui correspondent à ce besoin-là. La démocratie, d'abord, c'est l'assemblée du peuple, on va dire ça, c'est l'ecclésia finalement, sur l'agora et ailleurs. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que c'est le peuple qui s'assemble? Est-ce que on a déjà débattu ici sur la représentation, la démocratie représentative, mais est-ce que le peuple a quelque chose à dire? Vous vous efforcez d'eux, mais... La démocratie, en fait, c'est un ensemble assez fragile d'institutions, de mécanismes qui nous permettent de prendre des décisions collectivement. Donc, qui nous dépassent comme individus, qui dépassent les besoins de la famille ou de l'entourage immédiat. Bref, les besoins, des décisions qu'on a à prendre pour le bon fonctionnement de la société. Donc, c'est un ensemble d'institutions, de mécanismes, les élections, le Parlement. Et au-delà de ça, c'est presque un objectif. C'est une attitude d'une certaine manière. Il s'agit de s'entendre sur le fait que dans une société, tout le monde devrait avoir le droit de participer à la décision, aux décisions qui sont prises en notre nom, directement ou indirectement à travers des élus, des représentants. Donc, c'est cet assemblage qui constitue le fonctionnement de notre démocratie. Parfois, il faut le remettre à jour.
Et présentement, ben, notre démocratie, elle fonctionne. Nous ne vivons pas dans un pays non démocratique, c'est-à-dire qu'il existe un ensemble de mécanismes qui permettent à qui le veut de participer aux décisions collectives, directement ou indirectement. Mais c'est un système qui actuellement connaît des lacunes depuis déjà un certain temps et qui, je dirais, en ce moment, risque de se détériorer à certains égards. Pour quelles raisons? Les raisons, il y en a plusieurs, mais essayons de voir d'abord de quelle façon ces risques-là se manifestent. Le premier, qui est peut-être le plus visible, le plus facile à évaluer, à calculer, c'est la participation électorale. La participation électorale qui était jusque dans les années 90 au Québec autour des 75 à 80 et qui a baissé jusqu'à 56 en 2008, avec une légère remontée en 2012 suite au printemps québécois, donc autour de 70 maintenant. Ça veut dire qu'il y a 3 à 4 Québécois sur 10 qui ne se donnent pas la peine d'exercer une liberté fondamentale. Et moi, j'allais dire un devoir de citoyen qui consiste à choisir ceux et celles qui, réunis en Assemblée nationale, si on parle du Québec ou au Parlement fédéral, prennent en notre nom des décisions graves sur notre avenir et sur le rôle que notre nation joue à l'échelle du monde. Donc, c'est quand même pas rien comme décision. Je me rappelle que quand j'ai eu 18 ans, j'avais hâte de pouvoir voter pour la première fois et donc de participer à ce choix-là. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes semblent c'est ce que j'allais dire. C'est que la baisse de la participation électorale s'explique en bonne partie par la chute dramatique de la participation électorale des jeunes. Les 18-24 ans, il y en a à peine le tiers qui ont voté dans les dernières élections fédérales. Il y en a un peu plus qui sont revenus aux urnes justement en 2012, après les grèves étudiantes et tout ce qui s'est passé cette année-là. Il y a eu une mobilisation un peu exceptionnelle. Mais bref, pourquoi est-ce que c'est important de parler du vote des jeunes? C'est parce que plusieurs études qui ont été menées un peu partout dans le monde indiquent qu'un jeune qui ne va pas voter la première fois qu'il acquiert le droit de vote a beaucoup plus de chances de jamais voter dans sa vie. Alors, ce qui veut dire qu'on se prépare à un déclin du vote. Bon, vous allez me dire, bon, c'est pas plus grave, puisque il y a des candidats, le Parlement fonctionne, il y a quand même des élections, il y a des gens qui sont élus, et puis ceux qui veulent pas voter, ben tant pis pour eux, on peut se dire ça. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, un parti politique peut prendre le pouvoir avec l'appui d'à peu près le quart de la population, c'est-à-dire 40% du vote, c'est-à-dire 40% du vote de 60% des électeurs qui se sont prévalus de ce droit-là. Donc, ce qui veut dire qu'on a des gouvernements qui sont moins représentatifs qu'à l'époque où les taux de participation étaient plus élevés. Donc, un manque de légitimité, finalement. Ça pourrait conduire à ça. Actuellement, le gouvernement est légitime puisque nous suivons des règles du jeu qui sont établies et qui sont acceptées par tous. Mais au bout d'un moment, on se retrouve avec des gouvernements qui, justement, en tout cas, sont moins représentatifs. Et la société aujourd'hui est plus difficile à représenter qu'autrefois parce qu'elle est plus diversifiée. Autant en termes d'âge, avec l'allongement de la vie, il y a 1 ou 2 générations, vous le savez très bien, mieux que moi d'ailleurs, M. Carrette, il y a 1 ou 2 générations qui s'est ajoutée après les 3 que nous connaissions jusqu'à présent. Ensuite, en termes culturels, à cause de l'effet de l'immigration notamment. Mais aussi parce que les individus, l'identité individuelle est faite maintenant de bien d'autres choses que l'appartenance nationale ou la religion. Et d'ailleurs, le panorama de la pratique religieuse dans une société comme celle du Québec se diversifie doucement. Alors, bref, à cause de toutes ces différences-là, c'est encore plus difficile qu'avant de prétendre représenter l'ensemble de la société. Et d'avoir pouvoir dessus. Parce que finalement, on se demande, est-ce que le pouvoir n'est pas peut-être à Ottawa, mais au-delà de la question nationale, et peut-être à New York, ou peut-être à Washington, ou peut-être dans une multinationale quelconque, enfin un ensemble de multinationales. Vous me demandiez pourquoi il y a un repli de la participation, parce que la participation électorale, c'est une chose, mais il y a aussi un recul dans ce qu'on appelle la participation sociale, bénévolat, engagement de toute nature, y compris dans les partis politiques. Donc,
il y a un repli de la participation. Vous me demandez pourquoi. Il y a effectivement toutes sortes de raisons. Et le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de décisions semblent nous échapper sur le plan national, c'est une de ces raisons-là. C'est-à-dire que les gens se demandent, au fond, à quoi ça sert d'aller choisir un gouvernement. De toute façon, les gens se disent, ils ont tort, mais ils ont cette impression-là, donc on peut pas les blâmer pour ça, que c'est du pareil au même, d'un parti à l'autre, que ces gens-là ont les mains attachées par des intérêts financiers à l'échelle mondiale, et ainsi de suite. Alors, jusqu'à un certain point, les gens ont tort de penser ça parce que les États demeurent capables de prendre des décisions très différentes qui peuvent assujettir ces autres pouvoirs-là au pouvoir de l'État. L'État n'est pas démuni, au contraire, aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est que si vous comparez un pays par rapport à un autre, vous vous rendez compte que ce ne sont pas les mêmes politiques sociales qui s'appliquent. Vous vous rendez... Juste le Canada et les États-Unis, système de santé complètement différent, rien que parce qu'il y a une frontière qui nous sépare quelque part au nord de l'Amérique du Nord. Alors, bref, c'est dire que il y a dans le repli démocratique des impressions qui sont pas toujours fondées, mais en politique, la perception fait partie de la réalité. Et d'autre part aussi, il y a le fait que il y a beaucoup de problèmes que nous vivons comme individus qu'on croit désormais être capable de résoudre par nous-mêmes. En partie parce qu'on nous l'a dit, surtout depuis le début des années 80, où on a commencé à parler de ce que des experts appellent le néolibéralisme, c'est-à-dire on devrait réduire la taille de l'État, on devrait privatiser certains services, etc. Bon, alors, ce discours-là, depuis le début des années 80, ça fait 35 ans de ça maintenant, les gens se font dire, bien, finalement, vous pourriez résoudre vos problèmes vous-même. Vous pourriez résoudre vos problèmes auprès d'une organisation privée, ou auprès d'une organisation à but non lucratif, avec votre voisinage, au sein de votre famille. En grande partie, c'est vrai, mais en grande partie, c'est faux. On ne se rend pas compte, par exemple, de l'importance d'un système de santé publique dans une société pour structurer l'accessibilité à ces services-là, mais aussi s'assurer d'une redistribution de la richesse, c'est-à-dire qu'on va puiser dans le trésor collectif pour financer un système de santé auquel tout le monde, peu importe ses revenus, a accès. Mais on dirait qu'on ne se rend plus compte de ça parce que c'est comme un acquis. Alors, les gens, ne s'en rendant pas compte, voient moins à quoi sert un État, à quoi sert la politique. Et la principale raison, selon les études que nous avons faites et consultées sur le phénomène de l'abstention électorale des jeunes, la principale raison pour laquelle les jeunes ne vont pas voter, c'est qu'ils ne font pas le lien entre la politique et leur vie. C'est la principale raison. C'est pas qu'ils sont cyniques. C'est pas parce qu'il y a des sénateurs qui sont fraudeurs à Ottawa ou parce qu'il y a la commission Charbonneau qui vont pas voter. C'est pas par cynisme. C'est parce qu'ils voient pas le lien entre la politique et leur vie. Quand on regarde, vous parliez du système de santé tantôt, et vous disiez l'argent public évidemment, nourrit le système. On a plutôt l'impression qu'il nourrit une hémorragie du système vers le privé, vers les salaires catégoriels. Je pense aux médecins qui ramassent quand même une bonne partie de la crème. Est-ce que vraiment il n'y a pas aussi le manque de tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un service public? Qu'est-ce que c'est, j'allais presque dire, qu'un service républicain, en fait? Ben, il est clair qu'une des fonctions de la politique, c'est, comment je dirais ça, c'est de faire des arbitrages à travers les décisions gouvernementales, entre autres sur l'allocation des ressources qui sont perçues auprès des citoyens via l'impôt, les taxes, les tarifs et autres permis. Et que pour un gouvernement provincial comme celui du Québec, la santé, ça représente pas loin de la moitié des dépenses de programme. Donc, je comprends pourquoi vous me parlez du système de santé, c'est parce que ça occupe la moitié du budget du gouvernement du Québec si on exclut le remboursement de la dette. C'est quelque chose qui affecte tout le monde, hein, parce que tout le monde a affaire au système de santé dans sa vie, certains plus que d'autres, mais quand même. Ça coûte de plus en plus cher. Et c'est un système dans lequel il y a beaucoup de rapports de force entre différents groupes qui se sont constitués au fil des ans.
La beauté du système de santé, et surtout de sa taille, c'est qu'il est tellement immense, et il est tellement solidement installé qu'on ne peut pas le détruire. C'est un acquis social. Par contre, il est très difficile à réformer. Et si on veut en avoir pour notre argent, pour prendre une expression populaire, ou si on veut avoir des services plus efficaces, il faut à ce moment-là affronter l'ensemble des groupes qui se sont constitués dans le système, qui défendent leurs intérêts, que ce soit des groupes de professionnels, des syndicats, même des représentants de certaines régions qui réussissent à avoir une influence pour avoir un hôpital, un scan, vous voyez le genre. Alors, donc, il faut avoir la force politique d'affronter un ensemble de groupes comme ça, puis il faut avoir l'intelligence politique de mobiliser les personnes qui sont de bonne volonté partout pour les amener à changer leur façon de faire, ce qui est toujours très difficile dans un grand système. Alors, c'est une tâche politique de faire ça. On pourrait évidemment tout renvoyer ça au privé, mais à partir de ce moment-là, on sait d'une part que ça nous coûterait plus cher parce qu'on voit l'exemple américain, où ça coûte beaucoup plus cher en frais d'administration, toutes sortes de choses qu'au Canada, qu'un système public, parce qu'il y a moins de balises. Ensuite, si on renvoyait ça au privé, qui ferait les arbitrages? Qui s'assurerait que tout le monde a accès à quoi? Alors encore là, il faut faire des nuances. Il y a des choses, d'ailleurs c'est déjà le cas au Québec, qui peuvent être accomplies par des organisations privées. Les cliniques privées et médicales sont des organisations privées. Les compagnies pharmaceutiques sont des compagnies privées. Il y a toutes sortes des pharmaciens, des pharmacies, etc. Donc, il peut y avoir des acteurs privés. L'important, c'est d'avoir une gouvernance qui est publique, un financement qui est public. C'est démontré un peu partout dans le monde que c'est par le financement public qu'on réussit à mieux contrôler les coûts, donc à éviter cette hémorragie dont vous parlez, en tout cas jusqu'à un certain point. Tout à l'heure, vous parliez des citoyens, de participation citoyenne. Est-ce que aussi on n'a pas, une hypothèse comme ça pour enrichir notre réflexion, est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop vite justement dans la création d'un système, nous sommes maîtres chez nous, etc. Enfin, bon, l'époque de Jean Lesage et la suite, où on a créé un espèce d'énorme système de santé. Une bureaucratie. Une énorme machine, sans tenir compte du fait que, effectivement, si demain matin, je veux préserver ma santé, par exemple, peut-être qu'il faut que je m'abonne à Communauto, peut-être qu'il faut que je marche quelques kilomètres tous les jours, peut-être qu'il faut que je ne mange pas seulement du carton et on dira pas où, et ainsi de suite. Autrement dit, il y a trois acteurs. Il n'y a pas seulement l'État et puis les électeurs qui, avec puis les puissances financières, il y a aussi monsieur et madame tout le monde, qui, comme vous dites, croient au miracle et puis sont dégoûtés parce que le miracle n'arrive pas, alors qu'il y a quand même, il y a un rééquilibrage des rôles peut-être à inventer, non? Ça serait peut-être ça, la démocratie, au-delà des votes tous les 3 ou 4 ans. C'est un partage de responsabilités. Vous savez, dans les années 1800, il y a un politologue français qui s'appelait Tocqueville qui est allé visiter les États-Unis. Et il est ressorti de là avec un constat. Il dit la meilleure façon de combattre l'individualisme, en fait, les excès de l'individualisme, c'est de confier des responsabilités et des pouvoirs aux gens, entre autres localement. Et c'est ce qu'il avait observé aux États-Unis, où l'engagement communautaire était fort et où on attribuait donc des pouvoirs localement davantage. Et c'est vrai que l'exercice de la responsabilité sur un territoire quelconque, avec d'autres, fait prendre conscience à chaque personne qu'il y a un certain nombre de problèmes qui nous dépassent comme individus qu'on ne peut pas résoudre seul. Et donc, qu'il faut pour ce faire la participation des autres, la collaboration des autres. Donc, je dirais que l'un des ingrédients dans la solution à ce qu'on pourrait appeler une sorte de crise de notre démocratie actuellement, pour en accroître la participation, non seulement sur le plan électoral, mais sur tous les plans, c'est de confier justement des responsabilités à des groupes de citoyens, localement ou autrement, entre les élections. Et présentement, c'est drôle, on fait exactement le contraire. Par exemple, nous avions au Québec 180 établissements de santé. Chacun de ces établissements-là avait son conseil d'administration. Au total, il y avait 3000 administrateurs bénévoles qui siégeaient à des conseils d'administration. C'était quoi leur rôle là-dedans?
Bien, leur rôle, c'était de veiller à ce que les intérêts de la population de la région, et que les besoins de la population, entre autres les malades, soient pris en compte par le Centre de santé et de services sociaux. C'était aussi d'exercer une sorte de surveillance externe de la gestion de ces établissements-là. Est-ce qu'il y en avait trop? Est-ce qu'il aurait pu y en avoir moins? En tout cas, là, on a aboli 3000 postes bénévoles, d'administrateurs bénévoles. Toutes des personnes qui, parce qu'elles participaient à ces instances, prenaient conscience de l'importance justement de la collaboration et de la prise en charge de cette responsabilité-là. C'est la même chose en développement économique local, avec l'abolition de la plupart des centres locaux de développement, les CLD dans les régions ou les CEDEC à Montréal. C'était des lieux de participation. Est-ce qu'on avait la meilleure formule? Est-ce que ces organismes-là étaient les plus aussi efficaces qu'ils auraient pu l'être? Peut-être pas. J'en sais rien. On n'a pas produit d'évaluation, en tout cas, de la performance de ces organisations-là. Donc, on va un peu dans le sens contraire. Au lieu de donner des responsabilités aux gens, on leur en enlève. Ensuite, bien sûr, il faut aussi confier des responsabilités individuelles. Vous avez parlé de prévention en santé tout à l'heure. Un médecin peut dire à son patient « cessez de fumer », mais c'est pas lui qui va arrêter de fumer. Donc oui, il faut aussi prendre conscience de la responsabilité qu'on a individuellement et des effets de cette responsabilité-là sur la collectivité dont on fait partie. Alors oui, c'est un partage de responsabilités, et le salaire pour la responsabilité, c'est le pouvoir. Et quand vous dites qu'on en fait le contraire, pourquoi on fait le contraire? Pourquoi on démantèle? La raison qu'on évoque actuellement au Québec, mais qu'on évoque aussi dans plusieurs démocraties occidentales, c'est que l'État est trop lourd, qu'il faut réduire sa taille, qu'il faut réduire les étapes qui mènent à une décision, qu'il faut simplifier les structures. C'est évident que si vous devez faire approuver par un conseil d'administration une décision avant qu'elle soit appliquée, alors que vous pourriez directement la prendre au niveau du ministère, ça va prendre plus de temps. La démocratie prend du temps. C'est un des facteurs clés. Alors, donc, ce qu'on invoque comme raison, c'est une raison d'efficacité. En même temps, en éliminant les possibilités pour les citoyens de s'engager, de prendre des responsabilités, de les assumer, de participer aux décisions, à la gestion de nos grands systèmes, on se retrouve devant quoi? Une masse de consommateurs qui sont passifs, hein? Qui sont des clients du système. En soi, j'ai rien contre le fait que dans un établissement public, on considère que le citoyen que l'on sert doit être servi comme un client, c'est-à-dire qu'on doit le satisfaire et non pas satisfaire la structure pour laquelle on travaille. D'accord, de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais sauf que dans une société, si on veut vivre ensemble, si on veut se comprendre un peu les uns les autres, il n'y a rien de tel que de participer ensemble à la résolution de problèmes qui nous dépassent comme individus. C'est la même chose, ça s'applique aussi à l'intégration des personnes issues de l'immigration. Je veux dire, si ces gens-là, qui arrivent, sont des nouveaux arrivants, ont la possibilité de participer à un comité, un groupe de travail, une commission, un conseil de quartier, ou quelle que soit la structure, de manière à participer à des décisions qui concernent leur environnement immédiat et éventuellement aussi l'ensemble de la province ou du Québec ou du Canada, eh bien, ces gens-là vont s'intégrer d'autant plus à la société dans laquelle ils ont décidé de faire le reste de leur vie. Je pense qu'on a fait déjà un coup solide dans le premier plat de notre menu. Merci beaucoup, Michel Venn. Je tousse, mais d'admiration, évidemment, mais pas de suffocation. Et je vais retrouver notre ami Mathieu Bock-Côté pour la suite de l'émission Dialogue. Merci beaucoup. Sociologue, enseignant universitaire, essayiste et chroniqueur, Mathieu Bock-Côté est sur toutes les tribunes médiatiques ou presque. Jeune penseur et intellectuel québécois, il manie la langue française avec une aisance hors du commun. Ses propos ne laissent personne indifférent, dérangent même parfois. Fortement engagé dans la cause identitaire, il rappelle souvent et avec fierté l'importance pour la société québécoise de ses racines, de sa langue et de ses valeurs communes.
Mathieu Bock-Côté, merci de participer à cette émission sur les difficultés de la démocratie. Je commence comme ça la présentation parce que, en écoutant Michel Venn, et c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, on a l'impression que la démocratie, c'est quelque chose de fort, déterminé, avec toute une série d'outils collectifs, mais en même temps, c'est quelque chose d'une fragilité invraisemblable. Ben, je vous dirais, ce qui me frappe dans les débats sur la démocratie, c'est qu'au cœur même de la société contemporaine, la définition de la démocratie, donc le combat pour définir ce qu'est la démocratie, participe à la démocratie. Donc, il y a ceux pour qui, par exemple, il serait indispensable de réhabiliter la souveraineté populaire, soit par le référendum, une généralisation du référendum, quelquefois l'initiative populaire, soit en réhabilitant la souveraineté parlementaire et en limitant l'emprise des juges ou des tribunaux sur la démocratie. D'autres nous diront inversement, la démocratie s'accomplit justement dans le déploiement de la logique des droits de l'homme protégés par les tribunaux. Donc, on assiste souvent, on pourrait multiplier les exemples, la démocratie pour les uns s'accomplit dans la logique du marché, pour les autres, justement, dans la capacité de contenir la logique du marché. Donc, je constate qu'au cœur du débat politique contemporain, il y a une querelle pour savoir qui va réussir à imposer sa définition de la démocratie et qui parviendra, inversement, à présenter comme antidémocrate son adversaire. Donc, si toute entrée dans le débat sur la démocratie, me semble-t-il, exige de voir d'abord cette réalité première, le terme lui-même vient avec un point d'interrogation. OK. Alors, à ce propos-là, d'ailleurs, je pensais, j'ai essayé de suggérer par mes questions des pistes là-dessus avec notre ami Michel Venn, mais vous dites les ennemis de la démocratie. La démocratie, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Mm-hmm. Et donc, qui peut profiter à tous ceux qui vont promouvoir un certain simplisme. Ah, ben, il n'y a qu'à arrêter les robinets d'immigration. Ah, ben, il n'y a qu'à gérer comme un père de famille. Bon, on peut multiplier les exemples. Mais ça, je suis absolument d'accord. La grande erreur qui peut avoir en démocratie, c'est le sentiment populaire, je dirais, de manière légitime, attend du gouvernement qu'il gouverne. Il y a l'attente d'une autorité légitime. Et lorsque nos gouvernements ne cessent de trouver des excuses pour justifier leur impuissance, cela crée un sentiment, je dirais, d'exaspération dans la population. Et c'est à ce moment-là que la logique du yaka apparaît. C'est-à-dire, et là, les partis que l'on dira quelquefois populistes, où le sentiment d'exaspération populaire envers la classe politique va se manifester, parce que les gens vont dire, voyez, on a au pouvoir une collection d'impuissants, ils peuvent se dire de gauche ou ils peuvent se dire de droite, ils s'échangent les postes, mais fondamentalement, ils appliquent la même politique. Et on va voir dans les marges naître un désir de penser une autre politique. Évidemment, on ne peut pas, cette contestation ne peut pas la rejeter en bloc, en disant tout cela est très mauvais. Il y a quelquefois des critiques légitimes qui viennent des marges. Mais lorsque le pouvoir confesse son impuissance de mille manières, c'est à ce moment-là que la logique simpliste, justement, qui permet à quelques-uns, avec quelques slogans, de chercher à s'imposer dans la vie politique, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent. Mais je note une chose, cela dit, c'est aussi notre rapport au pouvoir qui est en question ici. Dans la logique de la mondialisation, je note de plus en plus que le pouvoir entend moins définir l'avenir, faire des choix de société, qu'être dans une logique d'adaptation. Donc, en gros, il y a un contexte global qui sera celui de la mondialisation de l'économie, du marché. Il y aura celle de la logique des droits appliqués par les tribunaux. Il y aura mille et une, je dirais, des facteurs structurants. Et on dira du politique qu'il a une toute petite marge de manœuvre pour être capable d'agir. Eh bien, qu'est-ce que ça crée? Un sentiment terrible de dépossession dans la population qui dit, mais la démocratie, finalement, n'est qu'une forme vide. Et ça, je crois qu'une bonne partie du malaise démocratique contemporain vient de cette frustration devant l'impuissance du pouvoir. OK. Et en même temps, on a l'impression que, éventuellement, c'est une espèce de règle du jeu, hein? Alors, on s'entend là-dessus. Ça veut dire, bon, il faut se donner un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de principes, faute de quoi c'est l'anarchie, comme on dirait. Mais en fait, ça n'est pas un jeu. Ah ben, vous avez raison, il y a des règles fondamentales qui définissent quels sont ce qu'on pourrait appeler les acteurs légitimes. C'est-à-dire, en démocratie, on se reconnaît comme des interlocuteurs légitimes. Nous ne sommes pas du même parti, nous ne sommes pas du même camp, mais vous êtes un adversaire légitime. Si vous prenez le pouvoir, je n'entre pas en dissidence, je serai dans l'opposition réglée.
Et ce que je constate, c'est qu'il y a la tentation très forte aujourd'hui de disqualifier un nombre croissant d'adversaires en leur collant des étiquettes malveillantes. L'exemple là-dessus qui me frappe le plus, c'est, rappelez-vous, les élections européennes de 2014, juin 2014, je crois. Et là, il y a une très forte contestation de l'Union européenne, une défense des souverainetés nationales qui s'exprime par ailleurs par des partis qui ne sont pas toujours très recommandables. Comment le système médiatique va-t-il traiter cette contestation populaire? On va parler d'europhobie. Alors là, on va transformer une critique légitime, peut-être excessive, mais légitime de l'Empire européen, on va le transformer en désordre psychiatrique, c'est-à-dire en dérèglement psychiatrique. Et je note cette tentation souvent de présenter l'adversaire sur le mode du déréglé psychiatrique. Un autre exemple, on a eu les débats sur les accommodements raisonnables au Québec, ici beaucoup, le débat sur la charte, et je note que souvent ceux qui étaient critiques de la logique des accommodements raisonnables, ou encore ceux qui étaient favorables à la charte des valeurs, rappelez-vous 2013-2014, on les accusait de xénophobie. Alors encore une fois, nous ne sommes pas devant un adversaire rationnel, avec qui on est en désaccord. Nous sommes devant un fou qu'on doit raisonner en le regardant de haut, en l'infantilisant ou en le psychiatrisant. Je crois que la démocratie contemporaine est minée par cette tentation de la disqualification de l'adversaire. OK. Est-ce que s'il n'est pas fou, il est quoi? Un instant, mais justement, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on est obligé de nommer le critique du... Je redonne l'exemple parce qu'il est très connu au Québec, le critique du multiculturalisme. Est-ce qu'on est obligé de le penser comme xénophobe? Est-ce qu'on peut le penser simplement comme nationaliste, comme conservateur, comme républicain? Est-ce qu'en France, plutôt que de... Ou pas seulement en France, mais en Europe, plutôt que de parler d'europhobe, peut-on parler de défenseur de la souveraineté nationale? Ensuite, on les contestera. S'il faut les contester, on les critiquera. Mais si on réclame pour soi un monopole de la rationalité, si on réclame pour soi un monopole du juste et du bien, eh bien, pourquoi débattre? Je veux dire, et si, en plus, devant moi, j'ai un adversaire, si je le présente, mon adversaire, comme un ennemi de la démocratie, justement, on fait souvent ça, vous êtes un péril pour la démocratie, cher monsieur, eh bien, dans ce cas-là, il faut le chasser du débat le plus rapidement possible. Mais le problème, c'est qu'on commence à chasser beaucoup de gens du débat public, ce qui fait qu'une petite coterie s'échange les droits de parole, s'échange les postes, et de plus en plus de gens sont dans une logique soit d'apathie civique ou de révolte douce contre le système qui est le nôtre. Le contraire du yaka, finalement. Ouais. Hein? C'est ça. Mais quand on diabolise comme ça un certain nombre de gens, il y a aussi des partisans de solutions simples, assez démagos, qui flattent dans le bon sens et qui peuvent rafler, et comme en Europe, le quart des voix vont au Front national. Ben, ça, c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire, quand on voit, par exemple, la montée du Front national, il y a deux hypothèses. Soit on se dit 25% des gens adhèrent au programme historique de l'extrême droite française, j'en serais surpris. Soit on constate que les grands partis, par exemple, les grands partis officiels, prenons l'UMP ou la droite française, elle a abandonné peu à peu la nation pour le marché. Prenons la gauche Parti socialiste, elle a abandonné essentiellement la protection sociale ou la protection ouvrière pour le multiculturalisme. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Les éléments de programme qui étaient donc d'un côté la protection nationale, de l'autre la protection sociale, mais quand ces choses-là sont abandonnées par les grands partis, eh bien, il y a des candidats pour récupérer cet espace. Et là, on est dans une situation paradoxale où les grands partis ont sacrifié ce dont ils étaient les gardiens. Quelqu'un récupère ça, et là, mais comment on va le récupérer ensuite à ce parti populiste protestataire qui s'est accaparé cet espace politique puis qui n'a pas l'intention de le sacrifier ensuite? Donc, s'il faut critiquer des gens, je crois, il y a une partie de nos élites politiques qui devront faire un examen de conscience pour se demander comment ils ont pu créer les conditions de cette protestation populiste. Alors, maintenant qu'on vient d'évoquer la situation française et européenne, est-ce que ça nous guette ici? Je ne crois pas. Pour mille et une raisons, c'est-à-dire il n'y a pas de tradition protestataire en ce genre. La forme protestataire la plus grande qu'on a connue au Québec, c'est l'ADQ en 2007, ce qui n'était pas particulièrement une forme... On était très, très, très loin de quoi que ce soit qui pourrait ressembler au populisme européen. Donc, je ne crois pas que ça nous guette. Ce qui nous guette ici, je crois, c'est d'une manière plus triste, une forme d'apathie civique où notre démocratie se ronge de l'intérieur. Un individualisme extrême où chacun se blinde derrière ses droits et ne veut plus entendre parler du collectif. La perte du sens commun, la perte de l'espace commun, la perte de l'idée du commun, l'incapacité à trouver quelques éléments qui transcendent nos différences et qui nous rappellent que nous sommes un peuple. Ça, je crois que ce qui menace la démocratie nord-américaine, notamment la démocratie québécoise, c'est vraiment ce sentiment que tout s'égrène et qu'il n'y a plus de commun possible. Or, une des grandes forces, me semble-t-il, du Québec, depuis la Révolution tranquille du moins, et Michel Venn l'évoquait, il y avait une très forte participation populaire ici. Très, très forte comparée ailleurs en Occident et surtout en Amérique du Nord. Pourquoi?
Parce qu'il y avait, par exemple, autour de la question nationale, une charge passionnelle à la démocratie. Il y avait des enjeux existentiels qui étaient au cœur du débat public. Quand vous chassez les enjeux existentiels pour n'avoir plus que des enjeux de gestion, quand vous n'avez plus l'impression de débattre autour du destin collectif, mais la plupart des gens disent « Mais pourquoi aurait-on besoin de moi? L'essentiel n'est plus au cœur de la vie publique. On va laisser les gestionnaires débattre entre eux. » Donc, quand l'idée du commun disparaît et quand la politique se vide de sa charge passionnelle et existentielle, eh bien, le peuple dit simplement « Je vais aller voir ailleurs si j'y suis. » D'ailleurs, quand on parle de bien commun, ce qu'on lit dans les journaux et qui circule dans l'opinion, c'est que vraiment, le gâteau a tellement diminué parce qu'il y a eu beaucoup de rapaces autour. Hein? Ah ben oui, mais ça, la fameuse question de la corruption. Moi, ça m'avait marqué. Quand la corruption... Je crois que je suis d'un grand réalisme ici. Il y aura toujours, d'une manière ou de l'autre, une part de corruption dans la vie politique. L'homme étant l'homme, le pouvoir étant le pouvoir. Bon, le problème, c'est lorsque ça devient systémique. Et je crois qu'au Québec, depuis quelques années, au début des années 2010, il y a eu le sentiment que la corruption était en train de devenir le principe commandant nos institutions. Et quand il y a eu le fameux printemps étudiant 2012, rappelez-vous, quelques semaines ou quelques mois auparavant, on sentait que le Québec n'allait pas bien, mais le cynisme plombait tout. Le cynisme écrasait tout. Il y avait cette idée que finalement, chacun décidait de plonger la main dans la gamelle, chacun en prenait, et finalement, le bien commun n'était plus qu'une illusion, un terme de journaliste. Eh bien, j'ai vu à ce moment-là, peu importe si on était d'accord ou non avec les revendications des étudiants, le cynisme s'est converti en espérance pour quelques semaines, pour quelques mois. Donc, quand une société, et ça, on pourrait dire, c'est le bon côté de la chose, quand on touche le fond, évidemment, c'est toujours possible de continuer à creuser, mais c'est aussi possible quelquefois de rebondir. Et j'espère que de notre malaise actuel peut naître quelque chose comme une renaissance de notre esprit civique. Imparfaite, bien évidemment. Aucune société n'est jamais n'accomplit jamais pleinement l'idée du bien commun, mais redécouvrir l'idée du bien commun et ses fondements historiques, culturels, sociaux, je crois que ce serait une réhabilitation de la part la meilleure de l'idée démocratique. La redécouverte, elle passe par où? Par l'école, par l'opinion publique, par les débats un peu partout, dans tous les lieux de... Par tout ça. Tout ça, très certainement. L'école, par exemple, ne serait-ce qu'à travers l'histoire. L'enseignement de l'histoire, c'est là de fondamental qui nous rappelle que nous participons à l'aventure collective. Je crois que les grands médias ont une responsabilité aussi de mettre en scène, ce qui ne veut pas dire de taire les controverses, mais de mettre en scène les grandes questions qui traversent notre société. Je pense par ailleurs, mais ça c'est plus large, ce n'est pas une solution avec clé en main. Je crois que peu à peu nous faisons l'expérience aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'on a une porte de sortie, des limites du capitalisme mondialisé. Il n'y a pas d'alternative, on va rester dans le monde de l'économie de marché, mais nous constatons que l'espèce de l'univers de la consommation à outrance qui rend fou, qui aliène véritablement, nous sentons qu'il y a quelque chose comme un vide existentiel dans nos vies aujourd'hui. Et je crois encore une fois que nos sociétés à tâtons cherchent à redécouvrir quelque chose d'autre que cet étrange monde aliénant dans lequel nous sommes entrés qui se présente comme un paradis de liberté. Bon, alors il n'y a pas un programme avec ça, il n'y a pas un parti qui peut s'emparer de ça, mais c'est plus un état d'esprit qu'on peut reconstruire. Le beluga du Saint-Laurent, qu'en pense-t-il? Ah, ça, je ne saurais dire, mais je sais que ça le dit. Mais ça le dit, c'est un exemple intéressant. Rappelez-vous tout le débat sur le pipeline. Et là, j'ai constaté que dans ce débat-là, on n'était plus capable de parler de l'intérêt du Québec, on n'était plus capable de parler des intérêts économiques, politiques, environnementaux du Québec, et on s'est caché derrière le beluga du Saint-Laurent pour critiquer le passage possible du pipeline et ainsi de suite. Ce qui avait d'intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que lorsqu'aujourd'hui on cherche un principe à opposer aux excès du capitalisme, plusieurs l'ont trouvé dans l'environnement. Vous le noterez, au 20e siècle, quel était le principe qui permettait de mettre un frein véritablement aux excès du capitalisme? C'était le socialisme. Donc, plusieurs, d'ailleurs, l'embrassaient de loin en disant qu'il est nécessaire comme principe d'opposition sans pour autant qu'on s'y rallie. Le socialisme s'est effondré. Il fallait, je dirais, un nouveau principe régulateur qui permet de calmer les excès du marché. L'écologisme, aujourd'hui, peut servir à ça. Il ne peut pas faire ça seul, mais c'est certainement un principe utile de ce point de vue. Un signe d'espoir. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Puis on va se retrouver maintenant. On va aller se diriger de nouveau vers Michel Venn, qui a sûrement beaucoup de choses à nous dire. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Messieurs, pour clôturer cette réflexion si enrichissante d'ailleurs,
j'ai envie de regarder, j'allais dire, côté cuisine. J'ai envie de regarder un peu le comment faire. Ça fait 12 ans maintenant, l'INM? À peu près, oui. Oui, c'est ça. 2003. Et on a eu l'impression qu'il y avait un vent d'air frais qui arrivait pour justement revitaliser la démocratie, restaurer la citoyenneté, peut-être également renouveler le goût du bien commun. 12 ans après, est-ce que vous faites un bilan positif par rapport aux méthodes que vous avez utilisées, qui sont des méthodes ludiques, qui sont des méthodes accrochantes? Il y en a de toutes les sortes, des méthodes. On fait des débats très conventionnels qui vont opposer les tenants de thèses différentes sur un même sujet. Mais il est vrai que nous avons aussi développé des méthodologies pour aller voir les gens là où ils sont. Alors évidemment, on n'a pas comme résultat d'une caravane citoyenne qui consiste à aller se promener dans différentes régions du Québec, dans des festivals ou dans des centres commerciaux, pour attirer l'attention des gens sur une problématique importante, que ce soit les inégalités sociales ou la prévention par des saines habitudes de vie. Et on leur demande de participer à des jeux, donc d'exprimer certains points de vue. On recueille auprès d'eux des renseignements, on recueille auprès d'eux des avis, des propositions. C'est clair qu'on n'a pas le même niveau, si vous voulez, d'échange que si on réunit dans une salle, comme nous l'avions fait sur la Charte des valeurs, 20 personnes qui ont des visions complètement différentes de ce que ça aurait pu être et qui, au bout des 4 rencontres, en arrivent à un constat de mésentente, d'impossibilité de consensus. Vous me direz qu'on l'a peut-être vu à l'échelle sociale, ben là, on l'a documenté avec 20 personnes à qui on avait fourni une documentation détaillée sur la proposition gouvernementale concernant la laïcité de l'État, avec des références, des conférenciers qui sont venus nous expliquer l'impact des chartes des droits et libertés, par exemple, sur la politique, le rôle des tribunaux que vous évoquiez tout à l'heure, Mathieu. Et donc, au bout de 4 séances de travail, on arrivait à un avis qui contenait cette diversité d'opinions. Alors, on doit employer des méthodologies différentes si on veut faire participer les gens. Et ce qu'on cherche à faire, nous, c'est d'intéresser d'abord et avant tout les gens à ce qui se passe dans leur société. Alors, il arrive parfois qu'on utilise un clown, surtout si on s'adresse à des enfants ou à des familles, mais il arrive d'autres fois où non, c'est un professeur de droit constitutionnel qui vient ouvrir la discussion. Quelque chose de très intéressant ici, c'est-à-dire 20 personnes dans une salle et on constate qu'ils ne s'entendent pas finalement. Ça, c'est une chose qui me semble assez, moi si j'ai bien compris, c'est une chose qui me semble assez importante, c'est que nous avons une obsession quelquefois du consensus. Et on oublie qu'il y a une alternative au consensus, c'est ce que j'appellerais la mésentente civilisée. C'est-à-dire, nul besoin de s'insulter l'un l'autre, mais acceptons quelquefois que des principes vraiment contradictoires s'affrontent dans la cité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte de la perspective de l'autre, et ainsi de suite, mais qu'on ne cherche pas toujours à aboutir au consensus obligatoire qui, quelquefois, nous condamne à nous baigner dans une espèce de lac d'eau tiède. Je crois que ça fait partie d'une réhabilitation de l'esprit civique. Puis je parlais tantôt de la charge passionnelle nécessaire en démocratie. Eh bien, assumer ces principes contradictoires, évidemment toujours en étant suffisamment inhibé pour ne pas, j'insiste vraiment là-dessus, pour ne pas insulter son prochain, mais accepter cette charge passionnelle, accepter l'idée que des visions contradictoires s'affrontent. Pas simplement un débat sur les moyens, mais quelquefois un débat sur les objectifs et sur les principes. Ça fait partie de l'esprit démocratique, je crois. Et dans cet exercice dont je parle sur la Charte des valeurs, la conclusion, ça a été de recommander finalement une patience démocratique. C'est-à-dire que quand il n'y a pas, en effet, d'entente sur un sujet, cela ne veut pas dire qu'il faille cesser le débat, arrêter d'en parler, justement parce que c'est un sujet important. C'était un sujet, et ça demeure un sujet important, la question de la neutralité religieuse de l'État, dans le contexte actuel et dans tous les contextes de toute manière. Donc, patience démocratique, ça veut dire qu'il faut laisser la discussion se poursuivre, et prudence législative, c'est-à-dire chercher non pas à casser tout de suite ce désaccord par une décision imposée qui, de toute manière, va insatisfaire probablement tout le monde, et qui ne fera pas progresser les choses. L'objectif est quand même s'il n'y a pas consensus, de faire progresser les choses. Et il y avait une chose sur laquelle tout le monde s'entendait, c'est qu'en effet, il fallait affirmer et encadrer sur le plan législatif le principe de la neutralité religieuse de l'État. Et donc, il fallait agir, mais il y a peut-être des actions
qui n'était pas nécessaire de faire à ce moment-là. Je disais du bien du désaccord, j'en exprimerai un à l'instant. Je crois que, cela dit, il y a quelquefois des moments, lorsqu'on constate qu'il y a un désaccord de fond, je ne me désole pas lorsque l'autorité politique tranche, simplement en disant, fondamentalement, je ne rassemblerai pas tout le monde, mais je décide de trancher, j'engage ma responsabilité devant l'histoire. Il se peut qu'une bonne partie de la population me dise non, mais on verra. Si finalement ma décision est rejetée, bien, je serai expulsé comme responsable politique. Si finalement ma décision réussit à trancher finalement dans un malaise et que les gens s'y rallient ensuite, eh bien, ça aura fait avancer l'histoire avec quelquefois, je dirais, cet art de trancher, d'exercer une volonté plus grande. Et le meilleur exemple que je trouve sur ça, toujours, c'est la question de l'indépendance du Québec. Imaginons, dans je ne sais quel monde parallèle, que l'indépendance du Québec finisse par se faire. Je m'en réjouirais, mais je suis convaincu d'une chose, le jour où on décide de la faire, il y a une proportion importante de Québécois qui n'en voudront pas et qui n'en voudront jamais. Eh bien, à ce moment-là, il faut savoir trancher. Et puis, il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner très certainement. Quand Mitterrand a aboli la peine de mort, il y avait une majorité de Français qui étaient opposés à cette abolition. Et il a décidé, je l'abolis quand même. On verra si on me suit, eh bien tant mieux, sinon tant pis. Je pense qu'il faut avoir de ces hommes politiques qui, quelquefois, ont le courage de trancher en sachant qu'ils en paieront le prix d'une terrible impopularité. Je ne suis pas en désaccord avec cette idée-là. Cependant, il faut prendre les précautions voulues pour que la décision qui tranche n'affaiblisse pas la société. C'est-à-dire qu'elle soit applicable également, un peu comme le roi dans Le Petit Prince, qui ne prend toujours que des décisions dont il est certain que la population voudra les mettre en œuvre. C'est comme une réforme de la fiscalité. Et on peut vouloir trancher, changer les choses, mais si on provoque plus d'évasion fiscale... Je comprends très bien. Mais cela étant dit, c'est vrai qu'à un moment donné, la minorité peut être suffisamment importante dans une société pour qu'on puisse s'appuyer sur elle, pour en effet prendre une décision qui ne fera pas l'unanimité, parce que c'est impossible, mais qu'on la prendra dans un contexte où on aura pris toutes les précautions. D'abord, que la décision soit légitime, et ensuite qu'elle soit reconnue par la suite. Oui, bien sûr, parce que sinon, il ne faut pas exacerber quelques climats de guerre civile, que ce soit une guerre civile douce. Aujourd'hui, il n'y a pas d'armes en circulation, mais je suis bien d'accord qu'il faut avoir un souci considérable de l'adversaire légitime, mais je crains, cela dit, une société qui s'enfonce dans l'impuissance. Et je crois qu'il y a dans le malaise contemporain par rapport à nos institutions, il y a cette idée justement que les mots sont rarement suivis d'actions et une question importante, on préfère s'en éloigner pour ne pas abîmer soit sa réputation, soit pour tout simplement avoir une forme de... On préfère une forme de consensus tiède, encore une fois, à l'idée d'engager sa responsabilité. Mais si vous ne voulez pas engager votre responsabilité devant le peuple et devant l'histoire, quittez ce métier, que faites-vous en politique? Est-ce que monsieur et madame tout le monde n'est pas aussi, dans un certain sens, pour ça que je parlais d'éducation, un peu dépassé par les événements et par surtout le poids d'un certain nombre de pouvoirs qui ne disent pas leur nom, mais qui influencent très clairement ce que vous appelez le cours de l'histoire? Je crois que oui et non. Oui, c'est-à-dire, je crois que monsieur et madame tout le monde a toujours été dépassé d'une manière ou de l'autre, qu'on le veuille ou non. Le pouvoir n'a jamais été pleinement plongé dans le peuple. Il est toujours institué, certaines personnes, certains milieux le contrôlent. Mais je crois qu'il y a une nostalgie légitime dans la population pour ces figures qui incarnaient devant, par exemple, soit, appelons ça aujourd'hui la mondialisation, devant le pouvoir des tribunaux, devant tant d'autres pouvoirs, le pouvoir des médias. Il y a la nostalgie de ces hommes politiques qui auraient la capacité de se tenir droit devant ces nouveaux pouvoirs. Parce que finalement, le pouvoir politique, c'est le seul pouvoir qui peut rester en dernière instance au peuple. Pensez à la nostalgie pour un René Lévesque, par exemple, pour un Lucien Bouchard, pour un Trudeau, pour certains. Je sais nommer au-delà de ma famille. Eh bien, la nostalgie pour ces figures capables de décider, c'est parce que le seul pouvoir dont on dispose, c'est celui-là. Espérons au moins que ceux qui l'incarnent et ceux qui l'exercent soient capables de se tenir droit devant d'autres pouvoirs qui, eux, ne se réclament même pas de la légitimité démocratique. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Mathieu. Il y a une attente de la part de la population pour que les décideurs décident. Moi, je prône la participation du plus grand nombre aux processus qui vont mener à une décision. Ces processus-là étant souvent des processus d'aide à la décision de celui qui va en bout de ligne décider parce qu'il est légitime. Il a la légitimité de prendre la décision. On peut pas souhaiter une démocratie dans laquelle des personnes s'improvisent ou s'autoproclament légitimes de prendre la décision au nom de la collectivité. Je suis contre cette idée-là, ce qu'on appelle parfois la démocratie directe.
Je crois que c'est inapplicable dans une société, justement, démocratique. Cela étant dit, des gens peuvent défendre cette idée-là. Mais donc, il faut qu'en bout de ligne, il y ait des gens légitimés de décider, qui décident, en effet. Et c'est vrai que des décideurs qui ne prennent pas leurs responsabilités créent de la désaffection dans la population. Les gens veulent, effectivement, que la société progresse. Et la seule façon de la faire progresser, c'est qu'il y ait en effet des décisions qui soient prises, qui permettent de résoudre des problèmes ou de réaliser des aspirations collectives qu'on ne peut pas réaliser soi-même en allant faire du shopping dans un centre commercial le dimanche après-midi. Alors, donc, il faut pour ça, et c'est vrai que le seul pouvoir sur lequel le peuple peut encore agir collectivement, c'est la politique. Oui. Et ce qui me chagrine souvent, c'est la dévalorisation de la politique pour elle-même. Comme si on ne se rendait pas compte, la politique, c'est tout ce qu'on fait ensemble qui nous dépasse comme individus. Il y a différents niveaux de politique, si on veut. Et de ce point de vue-là, c'est un pouvoir que nous avons et auquel nous renonçons trop facilement en n'exerçant pas notre droit de vote, en laissant les autres décider à notre place, en se désintéressant de ce qui se passe dans notre propre société. C'est peut-être aussi une question de complexité parce que on nous apprend à avoir un métier, enfin on l'espère, à gagner notre vie, à être un bon père de famille, tranquille et pas trop délinquant, à payer ses impôts. On nous apprend à avoir des loisirs et à même consommer avec de plus en plus de discernement. Qui nous apprend, j'allais dire à part l'INM, qui nous apprend véritablement, et pourtant c'est une bonne portion de notre vie, à être un citoyen? Apprendre à être un citoyen, ça s'apprend en le faisant. Alors, il faut créer des occasions pour que les gens puissent le faire. Il faut, plutôt que de réduire ces occasions-là. Donc, c'est pour ça que, en fait, je dirais que la première chose à faire, si on veut raviver la démocratie, c'est de réduire les inégalités sociales et économiques dans notre société. Pourquoi? Parce que plus les inégalités sont exacerbées, moins vous avez le sentiment d'appartenir à la même société. Deuxièmement, il faut donner l'occasion aux gens de s'engager, de participer, créer des incitatifs à l'engagement sous toutes ses formes. Ensuite, bien sûr, on arrive à l'éducation. C'est sûr. Bien sûr qu'on arrive à l'éducation. L'éducation, donc, à l'école, apprendre comment fonctionnent les institutions, mais c'est pas ça. Apprendre quelle est notre histoire, la géographie, des matières qu'on appelait autrefois les humanités, la philosophie, apprendre à penser. On est un peu loin de tout ça. Mais j'aimerais rebondir là-dessus, parce que je suis absolument d'accord. Il y a eu le sacrifice d'une idée qui était fondamentale, c'est celle de la culture générale, c'est-à-dire par la géographie, savoir nommer la société, les repères élémentaires de la société dans laquelle on vit. L'histoire, la capacité de participer à quelque chose qui transcende mon nombril. La maîtrise de la langue, soit dit en passant, pour être capable de nommer les subtilités. Ça, moins le capital linguistique d'un individu est riche ou dense, moins il sera capable de nommer les complexités du monde. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui maîtrisent la langue savent nommer la complexité, mais en général, ça aide. Ça me fait penser à La Passion d'Augustine, ça, vous voyez? Oui, parce que ce film-là nous dit, hey, attention, là, vous avez peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain, non? Non, ben ça, je le crois. Pas spécialement sur la question du catholicisme, peut-être, mais plus largement, pensons même à la culture classique. C'est ça. Moi, ça me fascine, c'est-à-dire, on nous a dit, pour prendre un exemple, on nous a dit on va sacrifier des auteurs déphasés qui ne nous parlent plus. OK, d'accord, mais qui étaient les autres auteurs par lesquels on les a remplacés? Il n'y a pas eu de remplacement d'une certaine manière. Et moi, souvent, j'ai un bonheur immense à me plonger dans les textes anciens et à voir comment ils éclairent les questions les plus fondamentales d'aujourd'hui. Certains romans, certains traités de philosophie, certains recueils de maximes de moralistes, eh bien, ces œuvres-là éclairent nos sociétés infiniment plus que le dernier article de journal. Alors encore, doit-on être capable de se réconcilier avec ces œuvres? Vous savez, comprendre d'où on vient, hein, c'est un cliché que je vais dire, mais ça nous aide à voir où est-ce qu'on veut aller. Et comprendre d'où on vient, ça nous aide à comprendre qui on est. Et pour que la vie démocratique fonctionne, il faut aller au-delà des questions matérielles. Sinon, on fait de la gestion. Et ça, de la gestion, on a besoin de bons gestionnaires, mais l'homme ou la femme politique, son rôle va au-delà de la gestion des fonds publics. Or, depuis un certain nombre d'années, ce n'est que de ça dont on parle, ou à peu près. Et je vous disais en début d'émission que les taux de participation électorale ont commencé à chuter dans les années 80,
Mais au Québec, ça s'est passé surtout à partir des années 90, en fait, absolument. après le dernier référendum. Il y a, partout en Occident, les taux de participation ont commencé à chuter dans les années 80. Et pas chez nous. Pourquoi? Mon hypothèse, c'est parce que pendant cette période des années 80-90, le débat sur la question nationale nous a tenus en haleine, a mobilisé les gens. Autour de quoi? Autour de ce que nous sommes, autour de l'identité, autour de ce que nous pouvons faire collectivement de mieux que ce que nous faisons actuellement. Il y avait un enjeu foncièrement lié à l'identité des personnes. Donc, la charge émotionnelle dont parlait Mathieu tout à l'heure, elle se reflète aussi dans ce genre de débat. C'est pour ça que, par exemple, sur la Charte des valeurs, c'est une erreur de balayer ce sujet du revers de la main. Parce que si on réussit à poursuivre la discussion, la conversation publique autour de ça, on va finir par réunir des gens, pas l'unanimité, pas tout le monde, autour d'une volonté d'affirmer l'une des valeurs que nous avons comme société, en fait plus d'une, en tout cas au moins celle de la neutralité religieuse de l'État, ensuite celle peut-être de l'égalité des hommes avec les femmes, mais aussi, je dirais, celle de la reconnaissance d'une diversité pouvant exister dans une société, mais dans le respect d'une volonté commune d'être collectivement. Je suis heureux d'ailleurs qu'on termine sur le mot de commun, bien commun, mais en même temps commun, le sens du commun. Il y a quelque chose qu'il nous faudra redécouvrir. Merci beaucoup pour ce débat, certainement qui a beaucoup intéressé ceux et celles qui nous font confiance chaque semaine. Et je vais présenter quelques livres. Je rappelle que je ne reçois pas des éditeurs des piles de livres que je n'aurai pas le temps de lire et sur lesquels je ferai une promotion de type commercial. Je vais juste dans ma bibliothèque et je regarde ce qui pourrait vous intéresser. D'abord, l'État du Québec, là j'ai 2013-2014, mais je sais que dans quelques jours, vous avez l'État du Québec 2015. Qui paraîtra, oui. Qui paraîtra. Une publication de l'INM. Voilà, exactement. Avec chez Delbusso. J'ai sorti, parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un qu'il faudrait relire, Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance dans la collection Point, qui est une des meilleures collections d'éducation citoyenne et politique que je connaisse. Michel Venn, Justice, démocratie et prospérité, vous ne reniez pas, j'espère, l'avenir du modèle québécois chez Québec Amérique. Ça a été publié il y a 10 ans suite à un grand colloque sur le thème du modèle québécois. Il y aurait lieu de refaire ce colloque-là aujourd'hui pour retrouver ce que nous avons de commun et que nous voulons préserver. Défi qu'on vous lance. Institut du Nouveau Monde encore, nous sommes démocratie, plaidoyer pour la participation citoyenne. Alain Touraine, je peux pas, parce que vraiment, je suis touranien, moi, dans l'âme, j'ai tout lu, j'ai pas tout compris. Alain Touraine, La fin des sociétés, c'est presque son testament sociologique. Ceci aussi, dans la mesure où c'est une contribution collective et qui vient des citoyens, avec tous les défauts que ça peut avoir, toutes les défaillances que ça peut avoir. On espère que le tome 2 sera meilleur que le tome 1, mais je vous le signale quand même. Le Québec, à l'heure des choix, regarde sur les grands enjeux sous la direction de Yannick Barrette. Alors, merci de nous avoir suivis et écoutés, et puis rendez-vous pour une nouvelle émission de Dialogue la semaine prochaine. Merci.